Je sais que ce que je vais dire va sembler fort, mais tant pis. Il y a quelques années, j'ai été la première femme dans la vie d'un garçon de 19 ans. Le fils de ma voisine. Oui, je lui ai pris sa virginité, et non, ce n'était ni prévu ni quelque chose dont j'étais fière, mais ce qui est venu après cette nuit, ça, oui, ça a changé ma vie d'une manière que je n'aurais même pas imaginé moi-même. Je m'appelle Magdalena, j'ai 48 ans, et oui, ce que je vais te raconter n'est pas n'importe quel ragot de quartier, c'est quelque chose qui m'a marqué pour toujours. Je suis une femme mariée depuis des années, femme au foyer, avec cette routine que n'importe qui qualifierait de normale. Me lever tôt, mettre des haricots à cuire dans la casserole, m'occuper de mes enfants, entretenir la maison, rien de spectaculaire. Personne dans le quartier n'imaginerait que derrière cette femme qui salue à la petite épicerie, qui accompagne la voisine à la messe, se cachait un secret si grand qu'il me pèse encore sur la conscience aujourd'hui. Et imagine-toi, ce n'était pas que j'allais chercher les ennuis, non. J'ai toujours été du genre à bien me tenir, à veiller à ma réputation, parce que dans ces quartiers, les gens parlent et parlent mal. Mais soudain, la vie m'a mise dans une situation qui semblait inoffensive, presque innocente, et qui s'est avérée être le début de quelque chose dont je me demande encore aujourd'hui si c'était une erreur ou une punition. Parfois, je me dis, pourquoi est-ce que je raconte ça? Eh bien, parce que je sais que beaucoup de femmes vivent invisibles dans leur maison, qu'elles ressentent des vides que personne ne voit. Et là, dans ces trous, rentrent les pires erreurs. Et je sais que beaucoup d'hommes qui me regardent en ce moment croient que ça ne leur arrivera jamais, que leur femme est digne de confiance totale, et c'est là le danger, parce que moi aussi, je jurais la même chose à propos de moi. Je ne veux pas encore donner tous les détails parce que, franchement, il y a des choses qui me coûtent encore à dire à voix haute, mais je te donne un avant-goût. La confiance de l'année, l'amitié entre voisines, tout ça est parti en couille en une seule journée. Et si tu restes, tu vas comprendre pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas entrer dans une pièce sans me souvenir de cet instant. Je te le dis, j'ai connu ce gamin depuis qu'il était un morveux, de ceux qui courent pieds nus dans la rue avec un ballon, tout couvert de morve, toujours en train de crier. Pour moi, c'était le fils de la voisine. Et je l'ai vu grandir, je l'ai vu porter les tortillas chez lui, je l'ai vu avec son sac à dos tout déchiré et sa mère en train de crier « Allez, dépêche-toi, tu vas arriver en retard à l'école. » Bref, c'était un gamin comme les autres du quartier. Mais soudain, un jour où j'étais, je ne sais plus si j'étendais le linge ou si je versais de l'eau dans la cour, j'ai senti ses yeux différents posés sur moi. Ce n'étaient plus ceux d'un enfant, c'étaient ceux d'un petit homme. Et ça m'a fait un truc, je ne sais pas quoi, parce que je le connaissais depuis qu'il était petit. J'en suis même arrivée à me dire, non, Magdalena, ne pense pas de bêtises, il reste un morveux. Mais en vérité, ce jour-là m'est resté en tête. Après, on a commencé à discuter plus. Il s'approchait sous n'importe quel prétexte, l'école, qu'il ne savait pas quoi étudier, le travail, et il m'écoutait avec une attention que je ne connaissais plus depuis longtemps. Parfois, j'en riais toute seule en pensant, putain, ce gamin m'écoute plus que mon propre mari. Et bien sûr, on se dit que ce sont des bêtises, que l'esprit invente des choses, que le manque d'affection nous fait voir des mirages là où il n'y en a pas. Mais laisse-moi te dire une chose, quand une femme commence à remarquer ses regards, c'est que quelque chose a déjà changé. Et ce changement, même si tu le veux, tu ne peux plus le défaire. Et voilà ce qui est dur. À ce moment-là, je ne comprenais pas encore que ces petits moments de discussion, ces silences bizarres, étaient le début d'un problème bien plus grand. Et si j'avais arrêté là, peut-être que mon histoire serait différente. Écoute, je ne vais pas mentir. Mon mariage était déjà en morceaux bien avant tout ça. Bref, j'étais toujours là, je continuais à cuisiner, à laver, à remplir mon rôle d'épouse, mais la vérité, c'est qu'à la maison, il y avait un silence lourd, de ceux qui font que même l'horloge semble tiquer plus fort que nous. Mon mari, eh bien, qu'est-ce que je te dis? C'était de ceux qui rentrent du travail, se jettent sur le canapé, allument la télé et basta. Ni un, comment ça va, et ni un, tu es jolie aujourd'hui, rien. Et si je me faisais belle, il me disait, et toi, à quoi bon te maquiller, tu es déjà vieille? Ça te tue petit à petit, tu sais?
C'est comme si on disparaissait sous les yeux de la personne avec qui on a juré de passer sa vie. Et bien sûr, quand je lui faisais des reproches, il jouait la victime. Il me disait que j'étais ingrate, que tout ce qu'on avait, c'était grâce à lui. Mais tu sais quoi? On ne veut pas seulement de la nourriture sur la table, on veut un câlin, un mot, se sentir qu'on compte encore. Et moi, là, je me sentais invisible. Et le pire, c'est qu'il retournait la faute contre moi. Si je n'avais pas envie de faire l'amour, il me disait que je ne le désirais plus, que je n'étais plus une femme. Et si je cédais, c'était comme, je ne sais pas, comme si j'étais un meuble de plus dans la maison, sans tendresse, sans envie. Et tu sais ce que j'ai pensé plus d'une fois? Que si un jour il découvrait ce qui s'est passé après, ce ne serait même pas par amour, ce serait par fierté, parce que l'amour, il n'y en avait plus. Et là, au milieu de ce vide, c'est là que rentre n'importe quel regard, n'importe quel mot doux, parce que quand on te traite comme de l'air, n'importe quel souffle d'attention te semble un ouragan. Un jour ordinaire, de ceux qui n'ont rien de spécial, j'étais sur le trottoir en train de sortir les poubelles et de balayer un peu, tu sais, la routine habituelle. Et lui, le fils de la voisine, est sorti aussi. Mais ce jour-là, je ne sais pas, il y avait quelque chose de bizarre dans son regard. Ce n'était plus le gamin que je voyais courir après un ballon. C'était un petit homme qui me regardait comme personne ne m'avait regardé depuis des années. On a commencé à discuter, d'abord de bêtises, de l'école, de la carrière qu'il voulait étudier. Je pensais que c'était juste une conversation légère, mais soudain, entre blague et blague, il m'a lâché. Donia, vous avez l'air plus jeune que beaucoup de filles de mon âge. Imagine-toi, personne ne me disait ça, et j'ai ri nerveusement pour enlever du poids, mais au fond, j'ai ressenti quelque chose que je ne voulais pas sentir, et c'est là que ça m'a frappé. Ce que mon mari avait cessé de voir, un autre le remarquait. Et ce n'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un de prohibé, quelqu'un de proche. Et le pire, c'est que cette interdiction, au lieu de m'arrêter, a commencé à me trotter dans la tête. Je me disais encore, non, Magdalena, ne sois pas ridicule, c'est un enfant. Mais ensuite, je pensais, enfant, il a déjà un corps d'homme et les mots qu'il dit ne sont pas ceux d'un enfant. Et entre ce va-et-vient dans ma tête, j'ai commencé à me rendre compte que j'entrais en terrain dangereux. Parce que la tentation, je te le dis. Comme ça, franchement, elle n'arrive pas avec un panneau géant qui dit « danger ». Elle arrive déguisée en simple sourire, en un mot que personne ne t'a dit depuis des années, et c'est justement là, dans cette simplicité, que commence la chute. Ce jour-là, j'étais dans la cour en train de plier le linge que j'avais sorti du fil. Rien d'étrange, la même routine que sempre. Et soudain, j'entends quelqu'un m'appeler par derrière. C'était lui, le fils de la voisine. « Vous voulez de l'aide, Donia ?» me dit-il avec ce sourire à moitié innocent, à moitié effronté. Sans y penser trop, je lui ai dit oui. Et c'est là que tout a changé, parce que ce n'est pas l'aide qui m'a touché, c'était la proximité, le sentir si près, le frottement involontaire de son bras contre le mien, ce silence gênant qui est devenu plus fort que n'importe quel mot. Et moi qui pensais, qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je ressens ça? Mais en même temps, quelque chose en moi ne voulait pas que ce moment s'arrête. Et je te confesse, mon cœur battait comme si j'avais 15 ans. Moi, qui étais éteinte depuis des années, je me suis soudain sentie allumée par la chose la plus absurde, un garçon en train de ramasser un drap avec moi. Et c'est là que j'ai compris que le danger n'était pas dans un baiser ni dans une caresse, il était dans me laisser sentir. Je me répétais intérieurement, Magdalena, ne dépasse pas les bornes. C'est le fils de ton ami, presque comme ton neveu, mais l'esprit joue sale. Ce qui est interdit devient plus tentant, et moi, au lieu de couper court, j'ai laissé cette tension continuer à grandir. Et le pire, c'est que ce n'était pas un moment isolé. Ce silence, cette proximité, c'était la graine de ce qui viendrait après. Et je ne le savais pas encore, mais ce jour-là dans la cour, j'avais franchi la ligne que je ne pourrais plus effacer. Écoute, cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je tournais en rond dans le lit comme une idiote, avec mon mari qui ronflait à côté et moi avec la tête en vrac. Je pensais, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je me sens comme ça pour un gamin de 19 ans? Et en même temps, une autre voix me disait,
Parce que ton mari ne te regarde plus, ne te touche plus, il ne remarque même pas si tu te teins les cheveux ou si tu achètes une nouvelle robe. Et alors, j'ai commencé ce jeu sale que toutes les femmes connaissent, justifier l'injustifiable. Je me disais, voyons, Magdalena, tu es une femme, pas de pierre. Combien de temps encore vas-tu supporter qu'on te traite comme un meuble dans ta propre maison? Et entre pensée et pensée, la tentation est devenue moins absurde, plus possible. Bien sûr que j'avais peur aussi, je ne vais pas te mentir. Je pensais à la voisine, au scandale qui éclaterait si quelqu'un soupçonnait quelque chose, et je pensais à mes enfants. Quelle tête je ferais si un jour ils l'apprenaient? Mais j'étais là, dans ce balancement entre peur et désir, comme si c'était deux diables en train de se battre dans ma tête. Ce qui me faisait le plus mal, c'était de sentir que je ne voulais pas trahir, mais que je ne voulais pas non plus continuer à mourir petit à petit à côté d'un homme qui ne daignait même plus me parler. Et crois-moi, le silence d'un mariage pèse plus que n'importe quel péché. Et là, entre peur, solitude et cette petite chaleur qui m'allumait de l'intérieur, j'ai pris la décision la plus risquée de ma vie, laisser arriver ce qui ne devait pas arriver. Et jusqu'à aujourd'hui, je me demande, était-ce du courage? De la lâcheté, ou juste la fin de me sentir vivante à nouveau? Eh bien, le jour est arrivé, non? Ou plutôt la nuit. J'étais à l'arrière de la maison en train de ranger des affaires, et soudain, il apparaît, comme si de rien n'était. Et je te jure que quand je l'ai vu là, debout avec cette tête de nerfs mêlée à du désir, le sang m'est monté à la tête et en même temps, tout mon corps s'est enflammé. C'était ce mélange bizarre que seule une femme comprend. On est resté silencieux, un silence lourd, gênant, mais chargé d'électricité. Et moi qui pensais, tu es grande maintenant, Magdalena. Qu'est-ce que tu fous là, devant un gamin? Mais avant que je puisse me retourner, il était déjà tout près, respirant fort, et j'ai senti qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Quand est arrivé ce qui est arrivé, ce n'était pas romantique, pas du cinéma, c'était réel, maladroit, plein de cette inexpérience qu'il apportait avec lui. Et moi, au lieu d'arrêter, j'ai fini par le guider, par lui enseigner, comme si j'avais été désignée comme sa maîtresse. Et là, j'ai compris. Je lui enlevais son innocence et en même temps, je cherchais la mienne, celle que j'avais perdue depuis des années dans un mariage froid. Après, avec la respiration encore haletante, il lâche la bombe, tu es la première femme avec qui je suis. Je suis restée gelée parce qu'une chose était de l'imaginer, et une autre d'entendre que vraiment, j'avais été celle qui lui avait pris sa virginité. Ce moment m'a fendue en deux. D'un côté, le pouvoir de me sentir désirée, vivante, même nécessaire, et de l'autre, la culpabilité d'avoir franchi une ligne sans retour. Et crois-moi, cette contradiction m'a marqué plus que l'acte lui-même. Le lendemain, c'était comme si on m'avait versé un seau d'eau glacée sur la tête. Je me suis levée, j'ai vu mon mari prendre son café à la table, si tranquille comme si de rien n'était. Et moi, avec la tête à mille, la culpabilité collée à la peau, je me sentais comme si j'avais un panneau sur le front qui disait « Pécheresse ». Le gamin m'a envoyé un message, tout innocent, « Merci, je n'oublierai jamais ce qui s'est passé ». Et dès que je l'ai vu, j'ai pensé « Oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Parce que pour lui, c'était un beau souvenir. Pour moi, c'était une bombe qui pouvait exploser à tout moment. Je me regardais dans le miroir et je ne reconnaissais pas la femme qui était là. C'était comme si mes yeux me trahissaient. Et le pire, c'est qu'au fond de moi, il y avait cette petite voix qui me disait « Eh bien, tu as aimé ça, non ?» Et c'était la partie la plus dure à porter, le plaisir mêlé à la honte. J'ai essayé de me convaincre que ça avait été juste une fois, que ça ne comptait pas, que j'espérais que ça tombe dans l'oubli. Mais comment oublier quelque chose comme ça? Ce n'était pas un petit secret, c'était un secret qui pouvait détruire mon mariage, mon amitié avec la voisine, toute ma vie. Ce jour-là, j'ai compris que les vrais fantômes ne sont pas la nuit ni dans les films d'horreur. Ils sont en nous, ils nous mordillent chaque fois qu'on essaie de continuer comme si de rien n'était. Et crois-moi, ces fantômes ne te laissent pas dormir. Ce même jour, j'ai commencé à remarquer que tout se retournait contre moi. Avec la voisine, par exemple, je ne pouvais plus la regarder dans les yeux. Elle venait avec son sourire habituel, me parlant du marché,
des prix de la viande, et moi, je sentais que je fondais de l'intérieur, en pensant, si tu savais ce que j'ai fait avec ton fils hier, c'était une torture. Et avec mon mari, aïe, là c'était pire. Lui, qui ne me prêtait presque jamais attention, justement cette semaine, il a commencé à soupçonner. Il me lançait des commentaires comme « Tu es bizarre ? Qu'est-ce que tu as ? Tu ne me regardes plus pareil. » Et moi, je faisais semblant, je disais que j'étais fatiguée, que c'était les enfants, la maison, mais au fond, je savais que c'était la culpabilité qui me tuait. Je me souviens très bien d'une nuit. Il m'a dit, dernièrement, « Tu es froide avec moi. » Et j'ai ri nerveusement, comme on rit pour ne pas pleurer. Froide ? Froide, je l'étais depuis des années, depuis qu'il m'avait mise de côté comme femme, et c'est justement pour ça que j'avais fini par tomber dans cette folie. L'ironie, c'est que l'homme qui m'avait ignorée pendant si longtemps commençait maintenant à réclamer de l'affection. Et moi, qui en avais cherché ailleurs, je ne savais plus comment faire semblant. C'était comme être piégé dans une pièce de théâtre où tout le monde soupçonnait, sauf ceux qui auraient dû savoir la vérité. Et là, ça m'a frappé. Une erreur ne vient jamais seule, elle traîne toujours des conséquences. Regard, silence, soupçon, et la mienne commençait à peine à me présenter la facture. Je jurais que tout resterait caché, que personne ne saurait jamais, mais non, ces choses-là trouvent toujours le moyen de sortir au grand jour, et la vérité aussi. Chaque fois que j'entendais une porte claquer, la sonnette, même la voix de la voisine m'appeler, j'avais l'impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Un jour en particulier, je l'ai encore gravé dans ma mémoire. J'étais tranquillement en train de plier du linge, et soudain, j'entends des pas derrière moi dans la cour. Je me suis figée. J'ai pensé, c'est foutu, quelqu'un nous a surpris. Tout est fini ici. Ce n'était rien, mais la peur m'a laissée tremblante comme jamais. Et la tête, vous savez comment c'est, elle ne se tait pas. Et s'il le raconte ? Et si quelqu'un a vu quelque chose ? Et si la voisine soupçonne ? Cette petite voix me taraudait jour et nuit. Je voulais me convaincre que ça avait été un faux pas sans témoin. Mais la paranoïa ne me lâchait pas. La peur était si grande que j'ai commencé à me comporter bizarrement avec tout le monde, comme si tous lisaient dans mes pensées. Et plus j'essayais d'agir normalement, plus j'avais l'air de cacher quelque chose. Vous avez déjà eu cette sensation que le mensonge se voit sur votre visage même si vous ne dites rien ? Et là, justement en ces jours, j'ai compris quelque chose qui m'a brisé de l'intérieur. Le secret n'était pas une pierre que je portais, c'était une bombe à retardement. Et la question n'était pas si elle allait exploser, mais quand. Ce jour-là, putain, j'ai encore les mains moites rien qu'en y pensant. J'étais avec lui, rien de grave. On discutait juste dans la cour, on riait doucement, comme si de rien n'était. Et soudain, j'entends la voix de sa mère, « Mon fils, où es-tu » J'ai senti que tout mon sang se glaçait d'un coup. Il est devenu blanc, il ne savait plus comment bouger. J'ai juste eu le temps de lui chuchoter, « Va-t'en tout de suite ». Et le gamin, maladroit comme tout jeune, a failli trébucher en sortant par la porte de derrière. Pendant ce temps, moi, avec une tête qui me trahissait à des kilomètres. La voisine est entrée dans la cour comme si de rien n'était, avec un plateau de pain dans les mains, en me disant, « Je t'ai apporté un peu. » C'est sorti tout chaud. Et moi qui souriais comme une idiote, tremblant de l'intérieur en pensant, « Si tu savais ce qui se passait ici il y a une minute. » Jamais je n'ai eu autant peur de ma vie. Pas peur qu'on me crie après, pas peur du scandale, mais peur de tout perdre. Mon mariage, mon amitié avec elle, ma réputation, tout pour un moment de faiblesse. Ce jour-là, j'ai compris que je marchais au bord d'un abîme et qu'un faux pas me ruinerait toute la vie. Et le pire, c'est que ça ne dépendait plus seulement de moi. Il suffisait qu'un autre ouvre une porte au mauvais moment. Après cette frayeur, je ne pouvais plus dormir. Vraiment, chaque bruit dehors, chaque porte qui s'ouvrait chez les voisins, je sentais que tout allait se découvrir. Je passais mon temps le cœur serré, et on ne peut pas vivre comme ça, hein. Le gamin m'envoyait des messages du genre, « Je veux te voir, je n'arrête pas de penser à toi. » Et moi, je me mordais les lèvres parce qu'une partie de moi voulait, mais l'autre savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière, et on continuait. Ce n'était pas une aventure,
c'était de la dynamite sur le point d'exploser. Un jour, je lui ai répondu sèchement, ça suffit, ne me cherche plus. Il a insisté. Il est même venu frapper à ma porte. Je l'ai vu par la fenêtre, et heureusement que mon mari n'était pas là. C'est à ce moment que j'ai compris que je devais me protéger, pas seulement de lui, mais de moi-même. Et j'ai aussi pensé à sa mère, ma voisine de tant d'années. Elle avait confiance en moi, elle m'ouvrait sa maison, me donnait à manger, me racontait ses problèmes, et moi, je payais ça en mangeant de son assiette et en la trahissant par derrière. Non, je ne pouvais pas porter ça. Bien sûr, ne croyez pas qu'après avoir coupé avec lui, ma vie s'est redressée du jour au lendemain. Au contraire, c'est là qu'a commencé une autre phase tout aussi tordue. Mais ça, c'est une autre partie de l'histoire. Quand tout s'est calmé, quand il n'y avait plus de messages ni de portes qui claquent, je suis restée seule avec ma tête. Et crois-moi, ça fait plus mal que n'importe quel ragot de quartier, parce que c'est là que la vérité te tombe dessus. Non, je n'ai pas été une victime, ni une héroïne. J'ai été une femme qui s'est fourrée dans un trou parce qu'il n'y avait plus rien dans sa propre maison. Je voyais encore le gamin dans la rue en train de jouer avec ses amis, et je pensais, il continue sa vie tranquille, il commence à peine, et moi avec presque 50 ans sur les épaules, je porte la culpabilité d'avoir couché avec le fils de la voisine. Ça, oui, ça fait l'effet de porter des pierres dans l'âme. Et bien sûr, commençait ce dialogue qu'on connaît toutes. C'était juste une fois, personne ne le sait. C'est passé. Mais la voix intérieure répondait, oui, mais toi, tu le sais. Et c'est cette petite voix qui ne te laisse jamais en paix. Le pire, c'est que je cherchais ailleurs ce que je ne trouvais pas à la maison. Et voilà le détail. On se met dans les ennuis en pensant qu'on va combler un vide, et la seule chose qu'on obtient, c'est d'en ouvrir 3 autres plus grands. C'est comme vouloir éteindre un incendie avec de l'essence. Et jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que je pense à cette histoire, je ne me souviens pas du plaisir ni de l'excitation, tu sais. Ce dont je me souviens, c'est du vide qui m'est resté dedans. Parce que oui, la trahison remplit quelques minutes. Mais ensuite, elle te laisse vide pendant des années. Et eh bien, avec les années, j'ai compris quelque chose que je dois lâcher ici, parce que peut-être que ça servira à quelqu'un qui écoute. Les femmes, franchement, ne vous méprenez pas, la solitude à l'intérieur de la maison est 1000 fois plus dangereuse que la solitude dehors, parce qu'à l'intérieur, on croit que supporter est la bonne chose, et dans ce support, on ouvre des portes qu'on ne devrait jamais ouvrir. Et les hommes, faites attention, parce que ça vous concerne aussi. Vous croyez que votre femme est un meuble qui sera toujours là? Que la routine ne tue pas, que l'indifférence ne fait pas mal? Eh bien, vous vous trompez. Le jour où votre femme se sent invisible, ce jour-là, quelqu'un d'autre commence à la voir. Et je ne justifie rien, hein? Mais c'est comme ça que ça arrive. Le pire, c'est que le quartier juge toujours plus durement la femme. Je me suis trompée, oui, mais dis-moi, qui a demandé ce que faisait mon mari pendant que je pleurais dans la cuisine? Personne. Tout le monde ne pointe que la femme parce que pour eux, c'est plus facile de dire « salope » que « négligent ». Alors, je le dis avec ironie parce que je n'ai plus peur. Les hommes, ne vous sentez pas si en sécurité. Les femmes, ne vous croyez pas si fortes. La tentation arrive pour tout le monde. Et la différence, c'est ce qu'on fait quand elle se pointe à la porte. Donc oui, ça sonne moche, ça sonne cru, mais quelqu'un doit le dire. Un manque affectif peut devenir un trou noir qui avale même la dignité, et quand tu t'en rends compte, ce n'est plus seulement une erreur, c'est une vie marquée. Donc, me voilà à le raconter sans maquillage, sans filtre, parce que je n'ai plus rien à perdre. Cette cour, la même où j'étendais le linge, est devenue la scène de l'erreur la plus grande de ma vie et aussi du silence le plus lourd que j'ai porté pendant des années. Et je le dis comme ça, direct, parce que parfois, on croit que la trahison, c'est juste le moment de l'acte, mais non. La vraie trahison commence quand il n'y a plus de vérité dans la maison. Et si tu me demandes ce que j'ai appris, je te le dis sans détour. La fidélité seule ne sert à rien si elle ne vient pas avec du respect, du regard, des attentions. J'ai été fidèle pendant des années, mais être fidèle ne m'a pas sauvé de l'invisibilisation. Et à la fin,
quand on se sent invisible, on finit par chercher à se brûler avec n'importe quelle lumière qui s'allume, même si elle te brûle tout entière.